Bonjour à toutes et tous, merci. Je voudrais remercier les organisateurs de permettre au Centre national fin de vie soins palliatifs de faire cette présentation et de vous présenter les travaux. Régis Aubry parlait de production de données. Effectivement, le Centre national, dans la suite des travaux de l'Observatoire, a continué une de ses missions de la production de données, d'enquête, entre autres, et dans les missions d'information des publics, avec notamment un travail autour des connaissances des Français et de leur représentation concernant l'accompagnement de la fin de vie et les dispositifs prévus par la loi. Donc il s'agira tout au long de la présentation, dans ces 20 prochaines minutes, de vous détailler l'avis des Français qui ont été interrogés sur ces dispositifs actuels et comment eux, en tant que personnes potentiellement concernées par la fin de vie et les soins palliatifs, ils se représentent cette situation. Alors je déclare ne pas avoir de conflit d'intérêt sur la thématique et le plan de ma présentation va être assez classique, en espérant ne pas être trop rébarbatif avec quelques chiffres. Ça sera autour d'un contexte de l'enquête, des objectifs principaux, la méthodologie qui a été retenue, les principaux résultats. Donc il y en a beaucoup. J'ai tenté de vous en synthétiser les principaux, et puis les limites aussi de l'étude, les perspectives que ça peut ouvrir en termes de recherche, en termes aussi d'aide aux décisions publiques, et puis de discuter ensuite sur les perspectives que peuvent avoir ces résultats pour la communauté des chercheurs. Alors le contexte, c'est le Centre national, vous savez, créé en 2016, avec des missions qui ont été resserrées, réaffirmées autour de la contribution à l'amélioration des connaissances sur les soins palliatifs et la fin de vie, avec un centre de ressources qui a cette fameuse mission de production des données d'enquête, des données à la fois quanti et quali sur ces enjeux. Il s'agit aussi pour nous de produire des expertises indépendantes, étayées par les données actuelles de la science. On en parlait, et effectivement, moi je viens de l'evidence-based medicine, donc ça me parle effectivement beaucoup de s'appuyer sur les données probantes et d'essayer aussi de monter les niveaux de preuve scientifiques sur ces données. Il s'agit aussi d'informer et communiquer, puisque l'enjeu, on en parlait un petit peu hier, il y a le transfert de connaissances. Que fait-on de nos résultats de recherche pour les rendre accessibles à la société civile, au public et aux professionnels, aux communautés professionnelles? Et il y a un enjeu de mise en débat public, de mise en débat entre professionnels, du social, de la santé, mais également avec la société civile, les citoyens, les représentants d'usagers, les patients et les proches. Alors enfin, contribuer à l'animation du débat public, ces données ont aussi vocation à alimenter ces enjeux. Elles ont alimenté la Convention citoyenne, elles ont alimenté les débats parlementaires, elles alimentent nos réflexions, elles alimentent aussi les médias qui aussi sont des relais importants pour faire vivre cette thématique et discuter de ces enjeux. Alors, on s'inscrit dans le cadre du plan national fin de vie soins palliatifs, on en est au 5e, et on est dans la continuité d'enquêtes de travaux de collègues du centre qui ont travaillé par le passé sur d'autres focales, à la fois les directives anticipées, le regard des Français sur les médecins généralistes, regard des Français 5 ans après la loi Claes-Leonetti. Donc on s'appuie sur un historique du centre, sur un éclairage de telle ou telle question autour de la fin de vie et de la représentation des Français. Sur cette enquête-là, publiée fin d'année dernière, je vous parlerai de la publication à la fin, l'objectif était d'évaluer les connaissances des Français concernant l'accompagnement de la fin de vie sur les dispositifs existants, personnes de confiance, directives anticipées, refus de soins dans une situation d'obstination déraisonnable, et puis sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, et d'analyser les représentations qu'ils en ont de leur propre fin de vie. On s'est appuyé sur une méthodologie d'enquête par téléphone via un échantillon de plus de 1000 personnes représentatives de la population française âgée de plus de 18 ans, avec une méthode des quotas qui appliquée aux variables d'intérêt classiques de sexe, d'âge, de profession de l'interviewé, de la personne de référence du ménage, de la région d'habitation et de la catégorie d'agglomération dans laquelle la personne vivait. On a fait des redressements statistiques assez classiques avec des tri à plat et des tri croisés. Cette méthode, elle est intéressante, elle est critiquable, mais elle a le mérite, au-delà d'être effectivement moins coûteuse qu'une étude prospective qui va randomiser un certain nombre de données, de rentrer dans des démarches réglementaires et statistiques assez poussées, elle est de plus en plus utilisée au niveau international pour éclairer une thématique. C'est une méthode qui est très courante d'échantillonnage non aléatoire et elle permet aussi de
limiter quelques difficultés autour de l'implication des personnes, notamment lorsqu'on les contacte soit par téléphone, mobile ou fixe. Il y a de moins en moins de fixe, beaucoup de mobiles, difficulté à avoir les numéros, et puis aussi on pouvait passer par Internet. On a fait un choix d'utiliser plutôt la méthode téléphonique avec un échantillonnage qui permettait de répondre en tout cas à l'ensemble des questions que se posait le groupe de travail. Alors, les caractéristiques de ces Français interrogés, je vous le disais, des majeurs, hein, c'était le choix au départ, une répartition homme-femme, une répartition par âge. On avait 67% de diplômés bac ou plus, dont 45% à un niveau équivalent à bac plus 2, 40% d'inactifs, 30% de catégories socioprofessionnelles moins élevées et 15% de professions intermédiaires, 14% de catégories socioprofessionnelles plutôt élevées, cadres, chefs d'entreprise. On avait une répartition géographique assez conforme à la population française entre la province et l'Île-de-France. En termes d'état de santé perçu, lorsqu'on interrogeait ces Français, ils déclaraient pour 46% avoir été confrontés dans les 12 mois précédant l'enquête à la fin de vie d'un proche. Donc cette donnée-là est probablement liée à la période post-Covid, où ces personnes se sont positionnées comme étant quand même presque la majorité touchée, confrontée par la fin de vie d'un proche, mais se perçoivent plutôt en très bonne santé ou en assez bonne santé, vous le voyez dans ce graphique. Quand on regarde plus les 2% qui s'estiment en très mauvaise santé, on voit qu'il s'agit plutôt, donc ces pourcentages-là sont statistiquement significatifs, 10% de non diplômés inférieurs au bac et 9% des 50 ans et plus. Alors, je vais balayer un certain nombre de questions. J'en ai sélectionné quelques-unes. Je ne les ai pas tous passées en revue. Vous les verrez toutes dans la publication. Mais il me semblait intéressant de vous montrer quelques résultats saillants qui peuvent nous amener à réfléchir à un certain nombre de données autour de ces enjeux de la fin de vie. Cette fin de vie est davantage associée aux dernières années de vie qu'à des échéances plus courtes. Donc effectivement, 30% des personnes interrogées expriment que ce sont les dernières années de vie pour eux, la fin de vie, 20% les derniers mois, et dans une moindre mesure, plutôt les dernières semaines, derniers jours. Quand on croise dernière année de vie et la catégorie socio-professionnelle ou l'âge, on voit que ce sont plutôt des répondants relativement jeunes, 18-24, plutôt de catégorie socio-professionnelle basse, 40% d'ouvriers, plutôt des hommes. Les Français ont majoritairement le sentiment de ne pas être personnellement concernés par la fin de vie. Et donc à la question, vous sentez-vous personnellement concerné, vous voyez que 59% disent plutôt pas concernés par la fin de vie, et en particulier chez les jeunes, 18-24, et les catégories socio-professionnelles les plus faibles. Alors, les souhaits des Français en matière de fin de vie, 1 sur 3 a imaginé comment pourrait se passer la fin de vie. Ils sont 43% chez les 65 ans et plus. Et moins d'un Français sur 2 déclare avoir déjà réfléchi à ses préférences ou ses souhaits pour sa fin de vie. C'est plus de 55% qui n'ont pas réfléchi, déclarent ne pas avoir réfléchi à leurs préférences ou leurs souhaits pour leur fin de vie. 57% des Français n'ont pas évoqué leurs souhaits et préférences pour leur fin de vie. Et parmi ceux qui envisagent de parler un jour de leur fin de vie, une majorité privilégierait l'échange avec un proche. On va voir que la place du proche, elle irrigue un peu toutes les réponses à des questions du sondage. 44% le feraient auprès d'un professionnel de santé. Donc c'est aussi intéressant de voir que il y a le proche, le professionnel de santé est clairement identifié si la question se posait, d'envisager d'en parler avec lui. La tendance qui ressort de l'enquête, c'est une tendance à repousser le moment d'évoquer la fin de vie avec un médecin. Plus d'un Français sur 5 ne souhaite pas discuter de sa fin de vie avec un médecin lorsqu'on leur pose très clairement la question. 32% disent oui, j'en parlerai si je suis atteint d'une maladie grave et difficile à soigner. Ils sont 25% à dire seulement si la maladie est à un stade avancé. Ces 25%, par exemple, matchent avec les catégories socio-professionnelles plus élevées, sont plutôt des cadres et plutôt des personnes âgées de 50 à 64 ans. Alors, une grande majorité des Français accordent une importance au soulagement des souffrances dans leur fin de vie. Donc, lorsqu'on leur cite un certain nombre d'enjeux autour de ces souffrances, c'est dans les plus hautes importances, souffrances physiques, prise en compte des besoins des proches, être assuré du respect de ses volontés. Les souffrances psychiques sont aussi d'importance élevée. La possibilité de discuter au moment de leur décès.
du moment de leur décès. 59% des personnes considèrent comme très important leur maintien en vie le plus longtemps possible, mais ne le considéraient pas comme tel si elles n'avaient plus la capacité d'interagir et de communiquer avec leurs proches. Les jeunes, donc ça, je vous le disais tout à l'heure, ça ressort à chaque fois, accordent une forte importance à ces sujets. Puis d'ailleurs, les travaux de collègues d'Île-de-France sur les comités éthiques ont bien montré que les jeunes vraiment sont intéressés par le sujet. Il n'y a pas de débat, au contraire, il n'y a pas assez de débat chez les jeunes, ils sont intéressés, mais ils le mettent un peu à distance. Et en tout cas, il y a une façon d'aborder cette question qui est à adapter, puisqu'ils sont assez distants avec le sujet lorsque, comme ça, spontanément, on leur pose la question. Maintenant, si on co-construit peut-être un débat, ils sont plus intéressés. Des Français plus exigeants sur leur fin de vie, d'autant qu'ils connaissent bien les dispositifs. Donc ça, c'est intéressant, puisqu'on sait de toute façon que plus l'information est claire, compréhensible et accessible, plus la satisfaction va augmenter, plus l'intérêt et la mise en discussion dans un processus de décision partagée va s'opérer. Et donc, il y a une corrélation qui est vraiment corroborée par d'autres données de la littérature. L'aspiration au familier, ça ressort aussi de cette enquête, puisqu'il y a une fin de vie souhaitée au domicile. Vous en parliez en introduction. Le domicile reste le lieu préféré des Français pour finir leur vie avec leur entourage. Ils sont néanmoins dans le fait de pouvoir être entourés. Vous voyez, en première intention, c'est 51% des personnes, et en cumulé, c'est 76% qui souhaitent aussi pouvoir être entourés par les proches, d'être dans un environnement familier. Le lieu de décès, par exemple, l'hôpital, vient dans une moindre mesure, et il est préféré, même ce domicile, même sans équipement spécifique. Ils sont 1 sur 5 à conditionner le domicile comme lieu de décès à un accompagnement disponible. Donc voilà, c'est selon les situations des personnes. Il peut y avoir quand même un Français sur 5 qui va conditionner cette fin de vie à domicile par un accompagnement qui va être des dispositifs de prise en charge de soins de confort, prise en charge de la douleur, accompagnement psychologique, sportif, etc. Les préférences pour déposer chez eux leurs préférences concernant leur fin de vie. Donc on a posé une question un peu comme ça, pratico-pratique. Où est-ce que vous souhaiteriez mettre à disposition vos préférences relatives à la fin de vie? Ça fait écho à la rédaction de directives anticipées, à la désignation d'une personne de confiance, à des préparation de fin de vie et de post-mortem. Et tout ça, le domicile, vous voyez, 47% il ressort. La mairie ou le notaire ressort aussi à 25%. Intéressant. Vous voir aussi que le médecin ou l'hôpital, 14%, et dans une moindre mesure, les bases de données numériques et autres lieux pour déposer ses préférences. Alors, lorsqu'on interroge ce sentiment d'être informé par tous ces dispositifs législatifs, ils sont une grande majorité à déclarer connaître la loi sur la fin de vie, et de façon significative, les cadres et les plus de 50 ans. 51% se déclarent bien informés sur les modalités de fin de vie en France. Ils sont 59% parmi les 65 ans et plus. Mais de façon intéressante, on regarde ce chiffre de 48% qui se déclarent mal informés, et en particulier 65% des moins de 35 ans. 24% des Français, alors là, on va lister un petit peu plus précisément ces fameux dispositifs, DA, personnes de confiance, etc. 24% des Français connaissent précisément le terme de directive anticipée. Ils sont donc 43% à globalement dire connaître ces directives anticipées, 57% expriment ne pas les connaître, et du coup, dans le questionnaire, il y avait des questions qu'on a appelées de connaissances objectives, qui vient un petit peu matcher entre la déclaration et la connaissance réelle de ces fameux dispositifs. Donc on donnait les définitions et on rappelait les objectifs de chacun de ces dispositifs, et on vérifiait si la réponse était correcte. Donc ces fameuses connaissances objectives, on voit que parmi les 24% qui déclarent connaître les directives anticipées, 59% les connaissent correctement, mais 18% ont rédigé leurs directives anticipées, et parmi les 80% qui ne l'ont pas fait, 29% savent comment les rédiger, envisagent de le faire, 15% ne savent pas comment les rédiger, 37% déclarent ne pas avoir envie de le faire. Sur la personne de confiance,
faut retenir que 42% savent que comment la loi définit la personne de confiance. Ils ne sont plus que 23% à le savoir de manière précise et 35% déclarent ne pas le savoir du tout. Sur le refus de traitement, 90% connaissent le droit de la personne malade de refuser un traitement proposé par un médecin. 61% connaissent le droit du médecin de refuser un traitement, des soins ou des examens qu'ils trouvent inutiles ou disproportionnés, et une majorité sont des catégories socio-professionnelles élevées. Lorsqu'on parle de la sédation profonde et continue jusqu'au décès, 39% déclarent connaître précisément ce terme, et 16% déclarent connaître ce terme, mais pas précisément, avec 45% qui déclarent de ne pas du tout connaître cette notion de sédation, et 43% qui pensent que seules les souffrances physiques intolérables peuvent rendre possible cette demande. 46% estiment à juste titre que cette sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès peut être demandée pour tout type de souffrance intolérable. Parmi ceux qui déclarent connaître ce terme de sédation, 65% l'associent à mettre le patient sous coma artificiel pour soulager et prévenir les souffrances intolérables en attendant son décès naturel. 32% l'associent à mettre le patient sous coma artificiel pour soulager et prévenir des souffrances intolérables afin d'accélérer la survenue de son décès. Alors au total, sur ces questions de connaissances objectives, on a 16% des personnes qui donnent entre 6 et 8 bonnes réponses. On a une moyenne de 3,8 sur 8, donc pourrait dire une connaissance partielle, moyenne, selon le point de vue où on se place des Français vis-à-vis de ces dispositifs. 8 personnes sur 10 se considèrent comme bien informées alors qu'elles ne le sont objectivement pas. Alors globalement, ces Français interrogés sont partagés à l'égard des lois actuelles concernant la fin de vie, y compris selon le lieu souhaité pour la fin de vie, puisqu'ils sont donc 46% à dire oui, ils sont à l'aise avec ces questions, et vous voyez donc les avis sont très partagés. Je vois le temps passer, j'en viens aux limites, mais pour laisser un peu de temps aussi à la discussion. Vous l'avez vu, cette enquête, elle aborde les dispositifs législatifs actuels. Donc elle n'a pas abordé la question de l'aide active à mourir. Ça peut être, en fonction de l'évolution législative, un item qui peut être ajouté dans une prochaine vague d'enquête. On a interrogé des Français qui, en tant que personnes potentiellement en fin de vie, et pas en tant que proches aidants, ça pourrait être une piste pour aussi interroger dans la perspective de creuser un petit peu plus ces questions, d'interroger le proche aidant de personnes en fin de vie. On n'a pas pris en compte des populations à besoins spécifiques ou des personnes atteintes de maladies chroniques ou dégénératives. Ce pourrait être une piste aussi d'enquête, d'ajout de questions sur ces publics. Et puis, bien sûr, on était un petit peu frustrés de ne pas aller creuser sur les territoires et d'aller au plus près des territoires, puisqu'on était au niveau des régions, des agglomérations. Il aurait fallu des échantillons, calculer peut-être 3-4 fois plus de personnes interrogées pour aller creuser sur les départements, voire même sur, pourquoi pas, des arrondissements. Et ce serait très intéressant d'avoir cette vision très territorialisée des données. Ça pourrait être une piste pour la suite. Et nous n'avons pas interrogé de manière explicite la question de mon espace santé qui permet de déposer, même si les Français ne le savent pas encore suffisamment, ces directives anticipées. Et ça pourrait être aussi, on l'avait posé la question de manière un peu plus administrative dans le questionnaire, mais pas explicitement mon espace santé. Ça pourrait être maintenant à 1-2 ans de visibilité de ça, plus une communication qui a eu lieu du ministère, de pouvoir interroger aussi les Français sur leurs connaissances et leur appétence à peut-être mettre leurs directives anticipées dans cet espace. Donc les messages clés qu'il serait intéressant de retenir, c'est que 3/4 des Français savent que la fin de vie est encadrée par une loi, que le besoin d'information apparaît très important. Seul un Français sur 2 s'estime bien informé sur les modalités de fin de vie. Un Français sur 2, s'estime bien informé et que le niveau de connaissance globalement est à améliorer. Vous l'avez vu sur ces items de connaissance objective où on a quand même un score relativement moyen de précision sur ces dispositifs et donc potentiellement sur la façon de les activer aussi pour les personnes. Une grande importance accordée au soulagement des souffrances dans leur fin de vie, plus haute importance accordée à la souffrance physique, à la prise en compte des besoins, au fait d'être rassuré du respect de leur volonté, au soulagement de la souffrance psychique,
avec aussi un intérêt, un besoin d'information important et sur tous ces dispositifs, et notamment chez les jeunes, où il y aurait certainement à creuser des dispositifs plus adaptés pour les rapprocher aussi de la thématique et de la connaissance de leurs droits. La prise en compte des besoins spirituels, elle apparaît dans l'enquête moins considérée comme importante, toute chose égale par ailleurs, elle est quand même considérée importante, mais un peu moins que d'autres types de souffrances. Mais cette prise en compte, donc moins de la moitié considèrent leur maintien en vie le plus longtemps possible comme important, avec des personnes qui estiment, je disais tout à l'heure, comme important leur maintien en vie le plus longtemps possible. Majoritairement, ce ne serait pas un critère aussi important si elle n'était plus en capacité d'interagir avec un proche. Donc ça, c'est une donnée qui est intéressante pour les perspectives à venir. Les Français, on le disait, souhaitent majoritairement finir leur jour à domicile et privilégient plutôt une transmission orale de leurs préférences concernant leur fin de vie, notamment auprès des proches. Alors enfin, en propos un peu conclusif et perspective de discussion, il y a eu une proposition de BVA, le cabinet qui a travaillé avec le Centre national, de typologie. Cette typologie des citoyens, c'est une analyse statistique de regroupement par classe homogène avec des calculs d'écart à la moyenne sur tous les items proposés, et ils ont abouti à des profils de type de personnes ayant connaissance ou comment se représente la fin de vie. Et ils ont, je vous me livre ça aussi en discussion, identifié 4 types de profils de population française, les distants, les ouverts, les sensibilisés, les experts critiques. Et nous, on voit de manière intéressante, j'ai extrait vraiment que 10% de ce qu'ils ont envoyé qui me paraissait intéressant, sur notamment les profils sociodémographiques des Français qui croisent avec les données. Ces distants, s'il y avait des Français distants vis-à-vis de la fin de vie, ils seraient plutôt aujourd'hui, l'année dernière, plutôt des hommes, plutôt 35-49 ans, plutôt catégorie socio-professionnelle moins élevée. Ce sont des personnes qui se sentent peu concernées par le sujet de la fin de vie et expriment peu d'attentes aujourd'hui sur ces questions. Les sensibilisés, quant à elles, majoritairement plutôt des femmes, ont déjà réfléchi à leur fin de vie, ont de nombreuses attentes, et dont celle d'un soin optimal, quitte à ne pas finir leur jour à domicile. Donc ce profil-là de personnes, très demandeuses d'informations, avec beaucoup d'attentes. Un profil plutôt ouvert, qu'ils ont classé un peu ouvert, parce que beaucoup d'attentes sur la fin de vie, comme une perspective néanmoins assez lointaine, et donc ce sont plutôt des femmes, plutôt jeunes, et plutôt moins de 35 ans, plutôt des femmes. Les experts critiques, enfin, sont plutôt des personnes très bien informées sur la fin de vie, souhaitent pouvoir anticiper leurs choix. Et donc ça nous parle beaucoup, notamment en cancérologie, beaucoup d'informations, beaucoup de demandes, beaucoup d'intentions, de prise de décision dans le parcours thérapeutique et après. Donc ça, c'est vraiment ça corrobore un certain nombre de profils de personnes qui viennent, pour le coup, un peu plus favorablement à la prise de décision, à l'anticipation palliative sur ces enjeux. Donc, je vous remercie et vous invite à scanner la publication complète et de remercier les membres de l'équipe, puisque c'est un travail vraiment collectif qui a impliqué Thomas Gonsalves sur les données, Anna Altea, Joëlle Marsico, la directrice du Centre national, et le docteur Sarah Doshi, notre présidente. On remercie la revue Médecine palliative qui, jusqu'à la fin de l'année, rend gratuitement accessible cette publication pour vous permettre de la partager, notamment à l'occasion du congrès de la plateforme. Et je reste à votre écoute pour tout échange et discussion. Je vous remercie. Merci beaucoup Julien Cartier pour cette présentation. Je vous laisse si vous avez quelques questions. Je vois qu'au deuxième rang, il y a une petite question. Merci. Merci pour votre présentation. J'aurais une question, mais qui vient aussi faire écho à l'expérience pratique. En fait, je suis médecin en soins palliatifs et je suis surprise à chaque fois de voir des patients qui viennent me voir alors beaucoup pour la rédaction de directives anticipées, et notamment j'ai une personne qui est venue me voir il y a 15 jours atteinte de SLA et qui est venue en me disant qu'elle n'envisageait pas en fait sa fin de vie autrement que par l'euthanasie ou le suicide assisté. Et au bout d'un moment, elle a fini par me poser la question, mais en fait, docteur, il faut que je vous demande, en fait, comment ça se passe quand on meurt, en fait ?
Et je suis surprise de... Alors, la connaissance sur les dispositifs, tout ça, oui, mais sur vraiment comment ça se passe quand en fait on décède, j'ai l'impression que les gens ne savent plus. Et, et du coup, je me suis réellement demandé ce qu'elle me demandait. On a discuté et j'ai fini par lui expliquer ce qu'était le processus du mourir, en fait. La phase préagonique, la phase agonique. Et c'est assez paradoxal, mais ça l'a rassurée, enfin, réellement. Et du coup, voilà, c'est ma question. Est-ce que vous avez interrogé les gens sur, au-delà des dispositifs, vraiment le processus du mourir? Alors, pas dans cette enquête, hein, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est très très important, qui notamment est questionné et discuté pour développer des outils d'information sur cette question des phases des dernières heures de vie, la phase agonique, le post-mortem et tout ce qu'il y a pendant et après. Donc ça, on l'a beaucoup, pas dans l'enquête, hein, ça pourrait être interrogé. C'est une très bonne suggestion parce que c'est un, un domaine pas du tout exploré à ma connaissance. Hein. Peut-être des travaux en psychologie qui interrogent ça, mais en tout cas d'un point de vue recueil de données sur ça, ça serait vraiment à creuser. Par contre, on a des retours via la plateforme d'information, des collègues qui reçoivent les appels, qui répondent à des demandes d'informations sur cette partie-là de la fin de vie. Il y a vraiment des fortes attentes. Vous avez raison de le souligner. On manque aussi de ressources là-dessus, d'outils. Et c'est vrai qu'il faudrait développer un certain nombre de documents, d'informations et d'approches autour de ça pour faciliter cette communication-là. Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui viennent en amont. Il commence à y avoir pas mal d'outils sur l'anticipation, sur le pendant, mais les dernières heures et sur cette approche un peu psycho de la relation. Là, c'est à développer. C'est un champ en soi de développement et qui va, je pense, trouver un écho dans les prochaines années pour justement outiller les professionnels, vous outiller là-dedans pour faciliter ces échanges. Mais ça pourrait être intéressant d'interroger dans le cadre d'une enquête, notamment avec les proches qui sont aussi très sollicités à ce moment-là, qui sont en demande. Et donc là, déjà, le centre a préparé un guide ressources pour les proches aidants, dans lequel il y a un chapitre sur les dernières heures de vie là, et comment aborder et accompagner les dernières heures quand on est un proche aidant. Donc voilà, on a commencé à répondre via ce levier-là des aidants, mais pour le patient lui-même, on pourrait vous outiller plus en tant que professionnel sur des ressources pour vous aider à décrypter ça, car ce n'est pas effectivement évident à aborder. Oui, et c'est vrai qu'on sent bien que ça a des répercussions, même chez du coup des personnes proches devenant en fait patients. J'ai une patiente là encore qui m'a raconté le décès de son mari, mais comme quelque chose d'invivable pour elle. Et en fait, quand on est allé creuser ce que c'était, en fait, elle me parlait des râles agoniques. Et du coup, c'est de l'information, ça. Enfin, et c'est une méconnaissance, je trouve réellement des dernières phases qui est, oui, qui est importante. Oui, je rebondis en voyant une des premières questions sur qu'est-ce que c'est que la fin de vie, enfin, comment est-ce qu'ils s'envisagent, et de voir qu'il y a quand même 50% des gens qui estiment que la fin de vie, c'est les dernières années, voire les derniers mois de la vie, alors que finalement, nous, en tant que médecins de soins palliatifs, on explique que les soins palliatifs, c'est pas que la fin de vie, quand on répond notamment oui, à des proches, mais est-ce qu'il est en train de mourir, il est dans la dernière période de sa vie, mais il est peut-être pas en train de mourir là tout de suite, et finalement, ça va faire écho aussi à ces demandes de mort anticipée. C'est vrai que nous, on reste avec la sédation dans ce pronostic à court terme, où là, on vient bien dire qu'on est peut-être dans une phase déjà pré-agonique. Et finalement, si les gens envisagent leur fin de vie sur plusieurs années, on va avoir plus de mal à ce moyen-long terme qui reste un peu vague. Hein. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Oui, merci pour votre présentation, c'est très intéressant. Je vais donner plutôt une suggestion que poser une question. Mais un des problèmes dans notre domaine, c'est le manque d'instruments validés. Hein. Donc, toujours, c'est une question de validité. Est-ce qu'on est en train de mesurer la connaissance ou bien des attitudes, des aspects de personnalité? Et il y a deux instruments qui sont assez intéressants à considérer peut-être dans des travaux futurs. Le premier, c'est
un instrument qui a été développé récemment en Suisse par Clément Meyer, et c'est le End-of-Life Care Literacy. Et c'est à peu près que vous avez mesuré, mais il a fait tout un travail de validation et il a implémenté dans l'enquête Share Suisse. Vous la connaissez. Donc, il est très intéressant. L'autre concept et instrument qui est intéressant et qui a été validé dans plusieurs pays, c'est le Death Literacy. Et c'est intéressant parce que aussi c'est un instrument qui est un peu plus lâche, un peu plus focusé aussi sur les aspects de fin de vie, du mort, qui est plus largement dans le système que Kastenbaum appelle le Death System. Donc c'est aussi question de naviguer la communauté, planifier sa mort. Donc c'est peut-être aussi la question, est-ce que c'est vraiment important que la population sache ou connaisse la loi, connaisse ce qui est les soins palliatifs, ou s'ils savent naviguer ou trouver les ressources dans la communauté, par exemple. Et c'est peut-être les deux. Enfin, peut-être quelques réflexions. Merci beaucoup pour ces suggestions. Effectivement, dans la perspective de créer un baromètre national, peut-être dans le futur, ou d'interroger cette notion de navigation du patient, du proche dans le parcours, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, mieux clarifier aussi la littératie des Français. On a beaucoup de données sur la littératie en général, en santé, peut-être pas suffisamment sur la période de la fin de vie, donc vraiment aussi effectivement à creuser. Et ce qui nous interrogeait aussi, j'ai un peu dit en conclusion, c'est d'aller affiner la diversité, puisque via les typologies qu'on a pu montrer, il y a des populations françaises, il y a des publics différents, il y a une diversité à prendre en compte. C'est pas pour rien qu'il y ait ici equity et diversity, c'était des mots-clés qui sont très importants à prendre en compte pour justement adapter des campagnes d'information et de sensibilisation des Français qui soient ciblées, qui soient vraiment adaptées à cette diversité et à peut-être ces différents niveaux de littératie et ces différents parcours qu'il peut y avoir entre un patient SLA, un patient atteint de cancer, un patient précaire pris en charge en urgence. Voilà, les parcours sont très hétérogènes et qu'effectivement cette navigation-là est vraiment un levier intéressant. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai été intéressée par votre conclusion qui finalement met en exergue ces questions de déterminants sociaux de santé et donc un autre aspect de la justice, parce qu'on parle beaucoup des créances, des droits, mais finalement, on en a aussi discuté, bien sûr, au moment de la Convention et puis des débats actuels sur la disposition effective des offres de soins palliatifs sur le territoire. En revanche, je trouve qu'on a moins discuté des disparités en termes socio-culturels et socio-économiques des Français. Donc, je voulais savoir déjà si l'Observatoire allait affiner cette question des déterminants sociaux de santé. Et puis, la deuxième chose, c'était une revue de littérature dans les années 2013 sur des pays européens et les États-Unis, et donc en particulier sur les Pays-Bas, qui montrait que les personnes qui demandaient de façon prévalente une aide active à mourir, c'était des hommes cadres supérieurs, blancs, entre 60 et 80 ans, donc qui rejoint un peu la catégorie que BVA propose en termes d'experts. Et voilà, quelle serait votre réaction, disons? Est-ce que ça vous semble logique par rapport aux résultats de votre enquête déjà à ce stade-là de la situation française? Et qu'est-ce que ça, disons, pourrait lancer comme piste de recherche pour la suite de ces disparités, disons, à l'échelle populationnelle? Je vais faire les premiers éléments de réponse, mais notre présidente qui est ici, elle va pouvoir aussi poursuivre les perspectives du Centre national, qui sont effectivement, vous l'avez pointé, les déterminants sociaux de santé, donc d'aller creuser ça, avec peut-être aussi des indicateurs. On l'avait sur l'Atlas national des soins palliatifs, on avait l'indice de défavorisation sociale, donc on avait pu identifier sur ces données-là des informations. Il faudrait peut-être aussi l'appliquer sur ces populations, enquêtes, et d'intégrer ces dimensions-là
autour des, je pense à la fois des catégories socioprofessionnelles, mais au-delà de ça, sur le lieu de vie, les conditions de vie, voilà, d'aller beaucoup plus loin sur la fragilité des personnes. Voilà. Et il y a des tests, hein, il y a des enquêtes, il y a des questionnaires validés, il y a des choses qui peuvent tout à fait être utilisées pour mieux creuser cette question. Après, sur l'aide active à mourir, de l'enquête, on ne peut pas interpréter cet aspect-là. Ce qu'on peut juste comparer, déjà juste entre guillemets, c'est les résultats par rapport à d'autres enjeux dans les maladies chroniques. Donc là, en termes de comparateurs, on a effectivement des parallèles qu'on peut faire entre les catégories socioprofessionnelles plus élevées et le recours à des soins ou à des choix plus importants vis-à-vis de telle ou telle thérapeutique. Donc ça, oui, effectivement, il peut y avoir des liens qui sont faits entre l'origine ethnique, les catégories socioprofessionnelles et le genre aussi. Hein. Il y a pas mal d'études sur la question du genre. Donc voilà ce qu'on peut dire. Après, de cette enquête-là, on ne peut absolument pas interpréter. Mais peut-être que Sarah, en plus, tu voulais prendre la parole. Oui, mais merci Sarah Dochy, présidente du Centre national. Merci Julien pour cette jolie présentation. Pour rebondir sur votre question et puis sur la suggestion qui vient d'être faite, et je crois que merci pour vos suggestions, c'est comme ça qu'on avance. Une chose sur effectivement la mission du centre en matière d'identification, enfin d'information et donc d'identification de populations potentiellement sous-informées, et avec un croisement aussi qui peut être intéressant sur l'accès aux soins palliatifs et l'accès aux soins plus largement, qu'est-ce que tu évoquais par rapport aux maladies chroniques. Donc c'est sûr qu'on a envie d'aller plus loin là-dessus. Moi, je voulais faire sinon une remarque sur un résultat sur lequel tu es passé vite, mais parce qu'on ne pouvait pas passer longtemps sur tous les résultats, mais qui croise votre question sur la littératie en santé. C'est qu'on a posé, il n'était évidemment pas question dans ce travail, qui est d'ailleurs un sondage, hein, pas un travail de recherche au sens strict du terme. Il n'était pas question de poser des questions aux personnes sur leurs souhaits par rapport à la loi, ce n'était pas l'objectif et ce n'est pas la mission du centre. En revanche, la question qu'on leur a posée, c'est est-ce que vous êtes confiants dans les dispositifs législatifs actuels concernant votre fin de vie à vous ? Donc avec une question qui était sur le système actuel, de manière large, mais concernant la loi, et une vision personnelle et pas une vision générale de qu'est-ce que je veux pour la loi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a effectivement à peu près moitié-moitié, c'est ce que tu as présenté, hein, 48 qui disent oui et 52 qui disent non, ou l'inverse, peu importe. En revanche, ce qui nous a laissé un peu perplexes et ce que je soumets à la communauté de chercheurs, c'est le non-croisement entre le degré d'information et le degré de confiance, ni dans un sens ni dans l'autre. On ne fait pas plus confiance parce qu'on n'est pas mieux informé. Il n'y a rien qui permet d'associer les deux dans ce travail. Et je pense que ça peut être une piste de recherche intéressante sur l'ensemble des déterminants autres que la littératie en santé, dans le degré de connaissance qu'on a de la fin de vie, la façon avec laquelle on se projette, et puis la confiance qu'on peut avoir dans les dispositifs.